l'histoire ou la petite histoire ou la légende raconte que des étudiants d'Eton, qui est une ville d'Angleterre dans laquelle il y a une université, avaient Célèbre. acheté, célèbre bien sûr, avaient acheté un ou une pavlova, mais je vais dire un pavlova un jour, et puis que malencontreusement, bon, j'ai plusieurs versions, hein. Il y a une version qui dit que l'étudiant qui portait le dessert a trébuché, est tombé avec le dessert, que le dessert s'est retrouvé bien déstructuré, et une autre version dit que le dessert, quelqu'un s'est assis dessus. Mes amis de la fête de la gastronomie et tout le monde, bonsoir, parce qu'on est en soirée là avec mon ami Guy. Bienvenue dans l'épisode 50 et Guy va nous parler ce soir de plusieurs choses. Soufflé glacé aux fraises, mousse glacée aux fraises et un Eton Mess glacé. Guy va tout vous dire. Bonsoir Guy. Bonsoir Claude, et puis bon, ben 50 épisodes, ça fait, enfin je ne les ai pas, je dirais, je n'ai pas participé à tous ces épisodes, bien entendu, mais Ah c'est oui, un beau chiffre, hein, oui, 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 oui. c'est un chiffre rond, et puis ben, si nous faisons un épisode par semaine en moyenne, ça veut dire que dans un an, nous aurons une centaine d'épisodes. Absolument, absolument. Espérons que nos C'est le but. auditeurs, oui bien sûr, espérons que nos auditeurs suivent et que leur nombre croisse également. Non, mais je pense, je me suis entre parenthèses, j'ai regardé comment fonctionne le réseau social TikTok et Oui. mesdames et messieurs, je me suis inscrit sur TikTok, donc j'ai mis déjà, 2 vidéos pour, annoncer l'épisode 49 et l'épisode 30 qui est une revue de presse des 29 épisodes précédents. Donc, parce que TikTok il y a beaucoup de gens qui regardent TikTok. Avant, c'était plutôt les jeunes. Maintenant, il y a beaucoup de gens. Ce sont de très très courtes vidéos. Donc, vous pouvez aller voir les amis de la fête de la gastronomie sur TikTok. Guy, c'est à toi de nous C'est à moi. parler Bon, de toutes alors, ben, ces merveilles. nous sommes toujours fin du printemps, à l'époque où nous enregistrons, au début été. Et alors, le printemps et l'été se caractérisent bien entendu par l'apparition des fruits, je dirais indigènes, hein. Quand je dis indigènes, je veux dire Oui, par là qu'on peut trouver des fraises toute l'année, mais bon, en plein hiver, elles vont venir soit des antipodes, soit d'Israël, au mieux du Maroc ou d'Espagne, et puis avec les qualités éventuelles ou pas qu'on attend de ce fruit, hein. Bon, je ne dis pas que toutes les fraises marocaines ou espagnoles sont mauvaises, mais il faut reconnaître que manger des fraises en janvier ou février, qui sont toutes blanches à l'intérieur parce que on les accueillit avant leur maturité du fait qu'elles devaient faire un long voyage. Ce n'est pas évidemment un gage de qualité, même si, et je le rappelle, les fraises font partie des fruits qui continuent à mûrir une fois coupés, hein. oui, Donc ça, c'est un petit avantage, mais enfin, il faut quand oui. même pas trop compter dessus pour avoir un bon goût de fruits. Autant les acheter corrects au marché ou chez son voisin s'il en produit, ou les récolter dans son jardin. Alors, ce que je vais vous Absolument. donner ici, je dirais, c'est une base de dessert qu'on appelle des soufflés glacés, les mousses glacées et l'Eton glacé, qui a comme caractéristique d'associer à la fois le fruit, de la chantilly et de la meringue sous des formes différentes. Alors, ce n'est pas compliqué à faire du tout. La seule chose, c'est que, bon, d'abord, ça va vous permettre d'utiliser vos fraises, de faire un dessert que vous mettez au réfrigérateur ou au congélateur ou au surgélateur. Mais quand je dis réfrigérateur, entendons-nous, le réfrigérateur, c'est le frigo. Mais ici, c'est un dessert qui est glacé. Tout au plus, si votre congélateur est un peu trop puissant, vous le placerez au réfrigérateur pendant une dizaine de minutes pour le retempérer légèrement. Mais c'est Oui, un dessert qui se consomme glacé. Alors, le gros avantage, c'est qu'il peut se réaliser à l'avance et que vous l'avez toujours sous la main. Ça, c'est un gros avantage si vous recevez un petit peu, parce que ça veut dire que vous ne devez pas le faire au dernier moment. Vous pouvez aussi le réaliser aussi bien en dessert individuel qu'en dessert collectif. Et ça aussi, c'est un gros avantage. C'est que lorsque oui, vous réalisez une recette, vous pouvez très bien, par exemple, dire, voilà, je vais, avec la quantité que j'ai, réaliser, je vous donnerai plusieurs proportions, hein. oui, Vous pouvez donc réaliser des plats collectifs, par exemple,
et vous pouvez aussi réaliser des plats individuels avec la même recette. Vous faites une plus grande quantité. Tant qu'à faire, autant parfois faire de grandes quantités. Donc, selon aussi, bien entendu, je dirais les ustensiles dont vous disposez. Je m'explique, je vous donnerai des proportions, mais lorsqu'il faut battre 1 litre de crème fraîche, il faut savoir qu'elle va se développer et qu'il vous faut à ce moment-là, non pas le petit batteur, je dirais électrique à 2 branches, mais bien, le robot de type, Kenwood pour en citer un, mais je vais citer un autre, Oui, KitchenAid et cetera. oui, Donc ça dépend un petit peu de votre, je dirais de votre charroi d'appareil ménager. Alors, autre petite précision, alors, ça peut se faire à l'avance. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme fruits? Ici, les recettes que je vous donne sont adaptées, aux fraises, mais on peut aussi utiliser des framboises, par exemple. Vous pouvez aussi oui, mélanger les 2. Vous pouvez utiliser des fraises des bois. Maintenant, la fraise des bois est un fruit qui est extrêmement coûteux, qu'on trouve très peu, hein, dans sa véritable variante, qui est la variante récoltée dans les bois. En plus, je dirais que la variante sauvage, j'aurais tendance à me méfier. Je préfère la variante fraise des bois cultivée. Pourquoi? Parce que la fraise des bois, qui est un petit fruit, qui pousse en pleine forêt, a le gros désavantage, c'est de rencontrer, du moins, que des animaux sauvages peuvent la rencontrer, entre autres les renards. Et il est connu que, l'urine de renard n'est pas très bonne pour la santé humaine. oui, Elle peut contenir des germes qui sont, non pas létaux, mais en tout cas, peu propices à une bonne oui, oui, santé. Et oui, on le conseille même pour les mûres de ronces, par exemple. Je ne sais pas si la mûre de ronces est très courante en France, mais chez nous, elle a vite fait d'envahir les fossés non entretenus. ouais, Et on conseille toujours de ne pas cueillir des mûres de ronces oui, qui seraient situées à moins de 30 ou 40 centimètres du niveau du sol, oui, pour oui, éviter justement, oui. que de l'urine de renard ait pu la contaminer. Mmh. Alors, autre précision, les fraises, il y a sur les fraises, vous le savez tous, qui sont des faux fruits. En réalité, le véritable fruit de la fraise, ce sont les petites graines que l'on trouve à l'extérieur de la fraise, qu'on appelle des akènes. Il y a donc ces petits pépins. Sur les framboises, les pépins sont encore plus importants. Donc la bonne question, c'est est-ce qu'on doit enlever les pépins ou pas? Hein, qu'on le fasse avec des fraises, avec des framboises, la question peut se poser. Alors généralement, pour la fraise, on n'enlève pas les pépins, hein. Oui, On n'enlève pas les pépins parce qu'ils sont relativement petits et assez peu dérangeants. Par contre, pour la framboise, la question se discute. Alors, je me rappelle avoir fait des stages il y a une bonne trentaine d'années de cela dans des écoles réputées sur Paris. Et la grande mode, c'était partout, hein, macarons à la framboise pépin, crème glacée à la framboise pépin, et cetera. Et alors, j'en ai discuté avec les formateurs et ils disaient: «Beh, on a quitté une époque où on avait beaucoup remplacé les fruits frais et les fruits, je dirais, naturels par des arômes, par des colorants, par des oui, succès d'année finalement. oui, Et pour prouver au public que nous utilisons de véritables framboises, nous laissons volontairement les pépins dedans pour bien montrer que ce sont de véritables framboises oui, et on le stipule même sur l'appellation, un soufflé glacé ou crème glacée aux framboises pépins. Maintenant, il faut reconnaître que d'un point de vue gastronomique, laisser les pépins à des framboises, ce n'est pas toujours très agréable, hein, parce que bon, même quand on n'a pas de fausses dents, on peut avoir des pépins qui viennent se loger entre 2 dents qui sont un petit peu, je dirais, un petit peu séparées les unes des autres. Et puis quand j'ai déjà eu la blague, c'est ça que j'en parle, quand vous continuez le repas et que vous fermez la bouche, vous avez, je dirais, le pépin qui a tendance à vouloir, piquer dans la gencive et c'est très désagréable. oui, Alors je ne vous dis pas les personnes qui ont des dentiers, peuvent avoir l'un ou l'autre pépin qui entre, je dirais entre le voile du palais et le dentier, hein, et à ce moment-là, ça nécessite de se rendre aux toilettes si on est au restaurant, hein, pour remédier au problème. Ce n'est pas non plus très agréable de devoir enlever son dentier, même à la toilette, pour le rincer et pour le oui, remettre. oui, Donc, ça, c'est un petit peu à vous de voir. Tout en sachant donc, moi, je vais vous donner des quantités qui sont des quantités nettes. Si vous voulez, par exemple, enlever les pépins des framboises, il y a une solution. Vous mixez. Alors, vous ne mixez pas avec un mixeur blender, parce que le mixeur blender tourne tellement bien et tellement vite qu'il va moudre vos pépins. Vous passez tout simplement vos framboises, qu'elles soient fraîches ou surgelées, ça ne change pas, hein. Vous passez oui, simplement un tout petit coup de mixeur plongeur, le mixeur qui sert à mixer les potages traditionnellement, sans exagérer. Et puis, vous versez votre coulis obtenu dans un tamis. Alors, un tamis, prenez un passe-bouillon habituel, c'est-à-dire le passe-bouillon, je dirais, en forme de cul de poule.
hein. Ne prenez pas forcément un chinois pointu professionnel, Oui, ce sera plus oui, compliqué. L'avantage du tamis, à fond arrondi, c'est qu'avec le pochon, c'est-à-dire la petite louche que vous allez utiliser pour prélever et pour, je dirais tamiser votre coulis, c'est qu'il va avoir la forme, je dirais du fond de la louche. Donc vous pourrez faire tourner la louche dans, votre tamis et c'est ça qui va servir, je dirais, à compresser convenablement la purée sur le tamis, à la faire couler au travers du tamis et à garder les pépins dans le tamis. Alors oui, autre manière de faire, c'est utiliser un passe-vite, hein. oui. Je peux te poser une question, Guy? Oui, bien sûr. On peut à ce niveau, on peut utiliser un extracteur de jus? On pourrait bien entendu. Parce que là, c'est vraiment bien séparé. Tout à fait. Ah, Oui, j'ai d'accord. déjà vu ce genre d'extracteurs, hein, Oui, j'en qui ai un, assèchent oui, parfois même tellement bien tout le à fait. produit que la fausse pulpe, donc dans ce cas-ci, les pépins Oui, sont éliminés. Mais encore une fois, ce n'est pas un poison de les laisser, c'est oui, simplement un petit peu plus désagréable. Mais oui, par contre, que vous utilisiez, je dirais une purée de fruits avec ou sans pépins, le poids que je vous donne, c'est avec ou sans pépins, donc il ne faut pas oui, se oui, tracasser. La d'accord. seule chose, c'est que si vous utilisez, un coulis qui est, dépourvu de pépins, il vous faudra un petit peu plus de fruits au départ pour atteindre le poids, puisque vous allez enlever, Oui, je dirais, des pépins qui sont, poids constitutifs du produit, hein. oui, bah, Ça c'est va? parfait. Donc voilà un petit peu l'histoire. Alors on va commencer par une première recette et je vous en donnerai une deuxième et puis une troisième et encore une quatrième. Mmh. Alors je vous donne de grandes quantités, je vais vous dire pourquoi. Alors ces recettes, je ne les ai pas inventées, hein. Je les connais depuis, maintenant, une quarantaine d'années, et elles font partie des recettes qui ont été publiées à l'époque par, Yves Turiès, qui est un grand professionnel français Oui, de la cuisine, de la pâtisserie, de la confiserie. oui, Et forcément, c'est un livre qui étant destiné à la base aux professionnels, utilise de grandes quantités. Donc je vais vous donner 3 quantités différentes, à savoir la quantité professionnelle d'abord, ensuite la grande quantité ménagère et puis la petite quantité ménagère et chacun fera, je dirais, selon ses envies, c'est au besoin. niveau des quantités. Ouais, Alors dans la première recette, donc c'est un soufflé glacé. Alors de quoi se compose un soufflé glacé? D'une meringue dite à l'italienne, j'expliquerai ce que c'est après, de purée de fruits et de crème fraîche battue, hein, de la crème fouettée, donc sans sucre. Alors, nous avons besoin soit de 16 blancs d'œufs, soit de 8 blancs d'œufs, soit de 4 blancs d'œufs. Donc, ça va diviser par 2 à chacune des proportions que je vous donne, il y en a 3. Le sucre, soit 1000 grammes, ce sera pour les 16 blancs d'œufs, soit 500 pour les 8, soit 250 si vous n'en utilisez que 4. Sucre tout à fait ordinaire, le sucre qu'on appelle le sucre cristallisé fin, donc c'est le sucre dit S2. Ensuite, la purée de fraises ou éventuellement de framboises, 1000 grammes pour la première proportion, 500 ou 250 si vous choisissez la plus petite quantité. Et puis de la crème fraîche. Alors la crème fraîche, important, il faut de la crème qui ait au moins 30 et encore si possible 35 voire 40 de matière oui, grasse. Moi, je oui, conseille la 35. La 30 est un tout petit peu trop juste, au niveau quantité de matière grasse. Pourquoi? Parce qu'elle se bat avec plus de difficulté. mmh, Pour qu'une crème se batte facilement, il faut qu'elle contienne suffisamment de matière grasse et 35 est, je dirais, le bon compromis. Donc là, 1000 grammes, 500 ou 250. Alors vous allez me dire: «Oui, mais on n'a pas tellement l'habitude de peser la crème fraîche». Alors, à peu de choses près, la crème fraîche a approximativement le même poids que son volume également. ouais, Donc, si on dit 1000 grammes, vous pouvez considérer un litre, hein. oui, Ne cherchez pas midi à 14 heures. ouais, 500 grammes, vous considérez un demi-litre et 250, vous considérez un quart de litre. oui, Alors, ouais, on va commencer par expliquer comment on réalise donc cette meringue italienne. Alors, la meringue italienne, c'est donc un mélange de blancs d'œufs qui ont été battus avec un sirop de sucre brûlant, de manière à les cuire, ces blancs d'œufs, à les cuire d'accord. dans la masse, et la meringue va rester souple, hein, lorsqu'elle est terminée, lorsqu'elle est réalisée, elle est toujours souple, elle n'est pas séchée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pèse son sucre. Alors, toujours, comment dirais-je, être prudent, c'est de ne pas mélanger les ustensiles dans lesquels on va quantifier les blancs et dans lesquels on va quantifier l'eau qui va servir à faire le sirop. Alors, je vous en parle d'expérience, parce que bien souvent, on commence par clarifier ses œufs ou mesurer ses blancs d'œufs, hein. On prend une mesure, je dirais, normée, hein, pour le faire, un ustensile qui est prévu pour. Puis après, on va peser ou on va mesurer l'eau qui est nécessaire pour faire le sirop. Qu'est-ce qu'on fait?
On rince simplement et rapidement le récipient dans lequel on avait mis les blancs sous le robinet, et puis on mesure l'eau. Grossière erreur. Il reste toujours, même si on ne le voit pas, un tout petit peu de blanc d'œuf. Et Mmh. pour en avoir fait l'expérience moi-même à une reprise et qu'on est plus malin, ça va mettre votre recette en péril parce que le peu de blanc d'œuf qui va rester, lorsque vous allez faire votre sirop, va faire qu'il va se former un voile de blanc d'œuf au-dessus du sirop et qui va compromettre votre recette. Ah Donc oui. ne faites jamais ça. Vous devez mesurer l'eau de la meringue italienne et les blancs d'œufs dans 2 récipients différents. Mmh. Voilà, ça c'est Mmh. une petite remarque. Mmh. Alors, comment fait-on pour faire une meringue à l'italienne? C'est pas compliqué. On met d'abord l'eau qui doit toujours représenter au minimum le tiers du poids du sucre. Donc imaginons que vous réalisiez votre recette avec 500 grammes de sucre, eh vous devez au moins avoir 166 grammes d'eau. Hein, vous comptez 170 pour arrondir, un petit peu plus ne va pas, je dirais, être négatif. Pourquoi? Parce que cette eau, elle va s'évaporer en partie lorsque vous allez faire votre sirop. Donc, il y en ait un petit peu plus au départ, ce n'est pas grave. Vous ajoutez ensuite le sucre. Alors, pourquoi est-ce qu'on met d'abord l'eau et le sucre dans le récipient? Pour que le sucre soit entièrement, je dirais hydraté. Si vous faisiez le Oui. contraire, vous pourriez très bien avoir dans le coin d'ustensile, dans l'angle, un endroit où le sucre serait mal hydraté, surtout si vous ne mélangez pas à froid. Et à ce moment-là, votre sucre va brûler. Donc, Oui. on met d'abord toujours l'eau et ensuite on met le sucre après. Mmh. Vous mélangez à la cuillère pour déjà à froid faire fondre légèrement votre sucre, et puis vous le mettez sur le feu. Alors, vous l'amenez à ébullition. Vous allez voir, il va y avoir des petites projections qui vont avoir lieu sur le bord du ustensile. Alors, vous prenez une tasse avec de l'eau, vous prenez un pinceau, je dirais, culinaire, vous trempez votre pinceau dans l'eau et puis vous nettoyez convenablement les bords au fur et à mesure qu'ils se produisent. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit nettoyer les bords? Tout simplement parce que si la flamme de votre bec vient à trop lécher les bords, il pourrait se produire une carbonisation du sucre sur les bords. Oui. Donc on nettoie tout doucement le bord du poêlon. Alors les anciens pâtissiers faisaient ça au doigt, hein. Moi je l'ai vu faire au doigt. Waouh! Donc on trempait ses doigts dans de l'eau glacée et on frottait avec les doigts légèrement humides d'eau glacée le bord de l'ustensile. Ouais. Autant vous dire que j'ai vu, mon premier professeur de pâtisserie, saisir, comme on le faisait anciennement, hein, saisir le sucre, je dirais au doigt, le sucre brûlant à 120 voire même plus. Il le faisait au doigt à l'eau glacée pour vérifier la teneur, la cuisson du sucre. Bon, moi, j'ai toujours utilisé un thermomètre, hein, je ne vous le cache pas que quand j'en parlais à mes élèves, je leur disais: «Écoutez, on a des thermomètres, maintenant vous utilisez un thermomètre évidemment, hein». Ouais. Alors, le sucre va progressivement perdre l'eau, hein, du sirop, ce qui veut dire qu'il va dépasser à ce moment-là les 100 degrés et la température va monter progressivement. Donc on doit surveiller. Alors, on a les blancs d'œufs qui sont dans le récipient et on commence à les battre tout doucement. On met une petite pincée de sel. Alors, le sel est un exhausteur de goût, mais c'est également une substance qui a la propriété de liquéfier les protéines. Donc, les blancs d'œufs vont être plus faciles à battre. Ce qu'on peut faire également pour empêcher les blancs d'œufs grainés, c'est mettre une petite pointe de crème de tartre. Alors, la crème de tartre, c'est compliqué, c'est ce qui se trouve comme résidu dans les récipients dans lesquels on a fait fermenter du vin. Oui. Hein. Alors la crème de tarte, on la trouve soit en pharmacie, soit dans les magasins spécialisés pour les articles de pâtisserie. Ce n'est pas obligatoire, mais par contre, c'est bien utile parce qu'avec de la crème de tartre et on en met une pointe de cuillère à café, hein, vos blancs d'œufs ne vont jamais grainer. Ah! Alors, quand est-ce que des blancs d'œufs grainent? Lorsqu'on les bat trop. Et alors, ils vont au-delà de ce qui est conseillé. Donc, le fait de mettre un peu de crème de tarte, vous pouvez les laisser tourner pendant 1 heure. En aucun cas, ils ne vont grainer. Ah! D'accord. Voilà, ça c'est à savoir. Donc, Mmh. quand votre sucre est à 114 degrés, hein, vous vérifiez qu'un thermomètre évidemment, Mmh. quand votre sucre est à 114 degrés, vous mettez en route vos blancs d'œufs, doucement au départ et puis plus vite, de manière à ce qu'ils soient entièrement montés au moment où votre sucre est à 120 degrés. Alors, lorsque le sucre est à 120 degrés, vous l'enlevez du feu et alors par l'inertie de la chaleur accumulée dans le fond de l'ustensile, le temps d'aller de votre, je dirais, endroit de cuisson du sucre jusqu'à votre batteur, il aura gagné 1 degré et c'est à 121 degrés qu'on va le mettre sur les blancs d'œufs. Alors petite précaution, quel que soit l'appareil que vous avez utilisé pour battre, vous ne devez jamais verser le filet de sucre sur le fouet. Pourquoi?
Parce que si vous faites ça, le sucre va aller se mettre sur le bord de l'ustensile et non pas dans les blancs d'œufs. Or, le but, c'est qu'il aille dans les blancs d'œufs. Donc, on le verse toujours le plus près possible du bord de l'ustensile, voire même contre l'ustensile carrément, de manière à ce qu'il coule dans les blancs d'œufs. Voilà. D'accord, Et une fois et vous le versez en une fois, hein, vous le versez progressivement, mais vous ne le versez pas en 5 ou 6 fois, vous le versez en une fois. Et vous battez jusqu'à complet refroidissement. Et quand d'accord. la meringue sera à température ambiante, vous ne sauriez pas la battre évidemment à une température plus basse que celle de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Lorsqu'elle sera à température ambiante, elle sera suffisamment froide, vous pouvez arrêter. Donc ça, c'est la meringue italienne. Alors la meringue italienne, pour vous dire, on s'en sert pour plein de recettes, hein. On s'en sert pour faire des macarons, on s'en sert pour faire des soufflés glacés, on s'en sert pour faire même de la crème au beurre, des crèmes au beurre à la meringue italienne, on s'en sert pour faire du tiramisu. Enfin, c'est vraiment une meringue. On s'en sert pour les omelettes norvégiennes, par exemple. Mhm. Pour masquer une omelette norvégienne, on peut le faire soit à la meringue française, soit à la meringue italienne. Mais j'ai toujours préféré la meringue italienne parce qu'elle est plus malléable que la meringue Oui, française. Et oui. en plus, elle est cuite dans la masse. Tandis que la meringue française est une meringue qui est crue. Donc, je préfère de loin la meringue italienne. Même pour faire des recettes de mousse au chocolat, c'est génial, hein. D'accord, oui, oui. Voilà pour la meringue italienne. Vous avez reçu les consignes et vous verrez, vous l'utiliserez de manière, je dirais, préférentielle. D'accord. Alors, vous avez donc maintenant votre purée de fruits, fraises ou framboises. Vous avez votre meringue italienne, la crème fraîche. Alors, la crème fraîche, pour battre une crème fraîche, il faut incorporer de l'air dedans. Alors, ce que je dis est une lapalissade. On incorpore à la fois de l'air, mais on va également faire agglomérer entre elles les particules de matière grasse. Vous savez que la crème fraîche, elle contient 30, 35, 40% de matière grasse. Oui. Cette matière grasse, elle est disséminée entièrement dans le liquide. Et quand la crème n'est pas battue, la crème s'écoule. Je ne vous apprends pas, vous versez votre crème depuis, je dirais depuis le bocal qui a servi à la mesurer, ou bien depuis la bouteille, ça s'écoule. Comment est-ce que ça se fait qu'à un moment donné, ça devient plus dur? Tout simplement parce qu'on va faire rencontrer, s'entrechoquer les molécules de matière grasse et elles vont emprisonner dans des espèces de petites alvéoles le liquide qui n'est pas de la matière grasse. Et c'est ce qui fait que, imaginez un petit peu une éponge, tout simplement. Mhm. Une éponge, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau tridimensionnel qui est fait d'espèces de bulles. Et lorsque vous mettez une éponge dans l'eau, eh bien, l'éponge se gorge d'eau et elle retient l'eau dans ces espèces de bulles. Eh bien, quand on fait de la crème fraîche, finalement, battue, on fait un petit peu ça. On agglomère entre elles les molécules de matière grasse et ces molécules vont tenir et elles vont emprisonner l'eau, le liquide qui n'est pas de la matière grasse et qui était dans la crème avec elle. Et c'est Mhm. ce qui fait qu'on a de la chantilly, tout simplement. D'accord, Alors, oui, oui. petite précision également au niveau des termes. Il y a chantilly, il y a crème battue et il y a crème fouettée. Alors, quand j'étais à l'école, on me disait, voilà, la chantilly, c'est une crème qui a été fouettée, sucrée et vanillée. Une crème fouettée, c'est une crème qui a été battue et sucrée, et une crème battue, c'est une crème qui n'a été que battue. Ça évite, disons, de dire une chose pour une autre, en fait, hein. Oui, Donc ici, vous allez en fait réaliser de la crème fouettée, donc elle ne contient pas de sucre et elle ne contient pas de vanille. Alors pour réaliser une belle crème fouettée, on doit avoir à la fois la crème et les ustensiles de travail les plus froids possibles. oui. Donc surtout s'il fait chaud comme maintenant, il faudrait travailler soit, je dirais, tôt le matin, soit à la fraîche le soir, ou encore, je dirais, travailler dans un local qui est rafraîchi, idéalement. Faire ça en plein soleil, ce n'est pas l'idéal. Oui. Et quelle que soit, je dirais, la température dans laquelle on va travailler, il convient de garder sa crème fraîche jusqu'au dernier moment au réfrigérateur, voire même de la mettre pendant 10 minutes au congélateur, de même que mettre pendant une dizaine de minutes au congélateur le bol dans lequel on va battre la crème ainsi que les fouets n'est pas Mhm. non plus à négliger. Oui. Donc, qu'ils soient le plus froid possible. Oui. Pourquoi? Parce que plus une crème est chaude, plus vite elle va être battue. Plus vite elle va être battue, moins elle va emprisonner d'air, donc moins légère elle sera. Or, le but, c'est qu'elle soit la plus légère possible, Oui. évidemment. Oui. Donc, il faut la battre le plus longtemps possible. Et c'est la raison pour laquelle également, on ne bat pas non plus une crème fraîche à une vitesse maximale. On la bat généralement aux trois quarts de la vitesse de la machine que vous allez utiliser, trois quarts, quatre cinquièmes. Oui. Donc, vous mettez votre crème fraîche bien froide dans l'ustensile bien froid avec des crochets bien froids.
et vous battez lentement au départ et puis vous accélérez. Alors vous allez voir les premiers instants, vous allez battre la crème, il va y avoir des grosses bulles qui vont se former au-dessus parce que vous incorporez de l'air. Et puis, elle va s'épaissir progressivement et là, vous pouvez augmenter légèrement la vitesse. Alors, est-ce qu'il faut battre la crème pour faire ce genre de recette à fond? Non. Parce que si vous battez votre crème à fond, vous allez avoir davantage de difficultés pour incorporer après, je dirais, les différentes parties entre elles. Donc, moi, je dis toujours, le terme technique, c'est une crème baveuse. Alors, en réalité, moi, je dis toujours, on bat la crème fraîche à 4/5, à 80%. Elle sera légèrement trop fluide que si on voulait la mettre à la poche sur un gâteau, mais elle sera suffisamment battue que pour ne plus couler. Donc, on la bat à D'accord, 80% de sa capacité. d'accord, Quand j'ai dit d'accord. ça maintenant, elle est battue, vous allez assembler les 3 produits ensemble. Alors pour que ça se passe facilement, eh bien, vous allez à l'œil, hein, il ne faut pas mesurer, hein, vous allez tout simplement incorporer délicatement la moitié de votre coulis dans la crème et la moitié de votre coulis dans la meringue italienne. Ça, c'est l'idéal. Et lorsque alors vous faites ça, soit, à la Marie, soit à la cuillère de bois, soit au fouet mais sans fouetter, hein, c'est possible Mmh, également. mmh, mmh. Un fouet avec beaucoup de, je dirais de grands anneaux, souples. L'idéal, c'est de le faire, je dirais à la Maryse, éventuellement pour une plus grande quantité à l'araignée ou à l'écumoire. Mmh, Donc mmh. vous incorporez sans fouetter, sans trop travailler, parce que le but, ce ne serait pas de faire grainer votre crème fraîche. Et Oui, lorsque les 2 compositions auront été réalisées, vous les incorporez l'une avec l'autre et puis vous allez mouler. Alors, un petit peu de précision quant au moulage. On peut évidemment mouler dans des récipients qui ne font pas penser à un soufflet. Donc vous moulez dans des petits bols individuels, dans des ramequins, dans des verres, dans des verrines, dans des tasses, dans tout ce que vous voulez, dans des saladiers, dans des légumiers, il n'y a pas de problème. Si maintenant vous voulez absolument que ça ressemble à un véritable soufflet, vous devez utiliser une astuce puisqu'évidemment, dans ce cas-ci, il n'y aura pas eu de cuisson au four et il n'y aura plus de développement au four. Donc on utilise ce qu'on appelle du carton à tarte. Alors le ah oui. carton à tarte, c'était les anciens, je dirais, bords en carton de 5-6 centimètres de haut qu'on utilisait pour emballer des pâtisseries avant que ne se généralisent, Mmh, les boîtes préformées, hein. mmh. Alors, quand on n'en a pas, on utilise du rhodoïde. Alors le rhodoïde, c'est un plastique spécial que les professionnels utilisent et qui leur permet de faire des cercles qu'on attache tout simplement avec un ou 2 trombones et alors on insère ce cercle dans la partie supérieure du légumier de manière à, je dirais, surélever la contenance qu'il est possible d'y mettre et on verse à ce moment-là l'appareil, c'est le nom de la composition qu'on vient de réaliser, dans, le récipient ainsi formé et on peut le mettre à congeler. Alors, petite remarque également, on peut inclure des choses dans un soufflé glacé. Des choses comme quoi? Donc on peut mettre des étages. On peut par exemple utiliser, du biscuit. Alors du biscuit, ça peut être de la génoise en feuilles, hein, que l'on a saucé éventuellement avec, un sirop qu'on a parfumé avec un alcool, soit du kirsch, soit un alcool de fraise, soit un mélange de coulis de fraises et d'alcool. Mmh. On peut Mmh. également mettre de la meringue, donc des petites meringues françaises. On peut également mettre des biscuits de type boudoir, donc les biscuits champagne. Oui. On peut également mettre des morceaux de biscuits de type, biscuit rose de Reims, Mmh. hein. Donc on peut mettre tout ça donc caché au milieu du soufflet et on a à ce moment-là, au moment où on va le déguster, beh, on a, quelque chose d'autre à l'intérieur. Ce qu'il ne faut jamais mettre maintenant, d'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, je sais pas, je donne ma langue au chat. Voilà, ne jamais mettre des fraises fraîches. Bon, tu vas nous donner la raison. Ben, la raison, c'est que comme vous allez placer tout ça au congélateur à -18, -20, -22 degrés, et que Ouais, ça va se consommer à peu près à la même température, les fraises, c'est de elles vont l'eau. former un bloc de glace, Oui, oui, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Donc, oui. qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des fraises, je dirais, dans votre soufflé, et au moment où vous voudrez d'abord les couper avec la cuillère de dégustation, ça ne pourra pas se faire, parce que ça va être de véritables cailloux. Et deuxièmement, à moins de les sucer, vous ne saurez pas les consommer non plus. Alors Absolument. je vous défie D'accord. de mordre dans des fraises glacées, vos dents vont s'en rappeler, hein.
Oui, ça n'a aucun intérêt, Ça n'a c'est aucun de intérêt, ça n'a aucun ouais. intérêt. Donc on ne met pas de fraises, on ne met pas de fraises fraîches dans un soufflé glacé. Par contre, on Oui. peut quand même mettre des fraises. Sous quelle forme? Ben, tout à l'heure, on parlait de poudre ou, Ah oui, on ah, pourrait, mais ce n'est pas ça. mais ce n'est pas Vous ça. avez déjà vu, parfois lors de marchés artisanaux, lors de foires, mais on en trouve dans les grandes surfaces maintenant, des fraises dites séchées. Ah oui, Oui, en réalité, ce ne sont pas des fraises séchées, parce que les fraises séchées, ça ressemble à autre chose, ça existe, mais ce n'est pas ça. Ce qu'on vend comme fraises séchées, comme ananas séchés, et cetera, en réalité, ce sont des fruits qui ont été d'abord confits et ensuite séchés. ah oui. Alors les fraises séchées, elles viennent généralement de Chine, hein, il ne faut pas se leurrer, Mmh. c'est généralement de là-bas que ça provient. Ça ne coûte plus très cher, mais par contre, c'est un fruit qui est agréable à manger comme friandise, hein. Donc on peut très bien, par exemple, utiliser des fraises dites séchées, soit les mettre telles quelles, soit éventuellement les couper en petites brunoises, bon, grossièrement, hein, Oui, et les mettre comme ça par couche à certains endroits dans le soufflet. Mais on peut également les faire macérer. Soit les faire macérer dans un alcool de fraises, soit éventuellement dans du kirsch à l'avance. Et on peut mettre des fraises comme ça, sous forme de brunoise. Alors, il y a un autre produit qu'on trouvait anciennement et qui était très intéressant. C'était fabriqué par une société belge qui s'appelait Van Parijs. Elle avait un nom flamand, mais qui évoquait la France, hein, ça veut dire de Paris en flamand, Van Parijs. C'était des perles à la liqueur. Et alors, mmh, ils fabriquaient aussi bien des dragées, donc ce qu'on appelle en Belgique des sucres de baptême, et ce sont donc des dragées, que ce genre de perles. Alors, il y avait 4 variétés. Il y avait des perles à la liqueur de framboise, des perles à la liqueur au cointreau, des perles, je pense qu'il y avait au rhum et des perles, il y en avait 4, au kirsch ou quelque chose comme ça. Et alors, bon, les perles à la liqueur de framboise qu'on trouvait chez Van Parès, et ça existe peut-être chez un autre fournisseur, hein, heu, ça permettait de mettre comme ça, c'était des petites perles en sucre et quand avec une coquille extrêmement fine de sucre, des perles d'à peu près 7-8 millimètres de diamètre et quand on croquait dans la perle, on avait l'alcool qui explosait en oui, bouche. oui. Donc des perles à la liqueur, on pourrait éventuellement en mettre si on en trouve toujours. Mmh. Alors, une fois qu'on a donc, réalisé le montage de son soufflé glacé, on le met tout simplement à congeler et dès qu'il est pris, il est conseillé de mettre un film plastique autour. Oui, Pourquoi à votre avis? pour pas que j'allais dire pour pas que ça sèche, mais Oui, oui, exactement. hein, c'est Pour ne ça, pas que hein? ça sèche et surtout, pour ne pas que des odeurs parasites du Ah congélateur viennent oui, interférer. oui, ce qui est Donc pas on mal non met plus, ce qui n'est pas mal non plus. oui, oui. Alors, au moment maintenant où on va l'utiliser, ça c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on le retire, hein, dans le cas du soufflé glacé avec le rebord en carton en rhodoïde, ben, il faut démouler cette histoire-là. Donc, on va prendre une lame de couteau, un récipient d'eau chaude, et on va passer la lame de couteau le long Ouais. du rhodoïde ou le long du carton, mais à l'intérieur, de manière à enlever le carton ou enlever le rhodoïde. Et puis, avec la lame du couteau, on va lisser la partie verticale du soufflet, tout Mmh. simplement pour que ce soit plus joli. Et puis, on peut Mmh. décorer le soufflet avec de la chantilly, par exemple. Cette fois-là, de la chantilly qu'on va battre au dernier moment. On va Oui, faire des rosaces de chantilly joliment disposées sur le sommet du soufflet. Et on va remettre éventuellement une fraise au sucre au-dessus oui, ouais. pour garnir, ou bien éventuellement une framboise. Mmh. Voilà, donc ça c'est pour faire un soufflé Un glacé aux soufflé. fraises ou à la framboise. D'accord, Et c'est d'accord. un dessert qui est très, très, très facile finalement à réaliser et que vous pouvez toujours avoir sous la main. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour avoir ce dessert sous la main, sans qu'il y ait de problème? Vous ne devez pas mettre de fil, vous ne devez pas mettre de rhodoïdes, et vous voulez en disposer immédiatement. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Dans quoi pourriez-vous le mouler? Heu, C'est un peu la mode maintenant et même au restaurant, hein, depuis quelques années de trouver ce genre de petit ustensile. je dans des moules en carton Non, ou non, non, non du non, tout. non, Ce non? sont donc dans des moules en verre avec un couvercle charnière. Ah! Ce sont des moules, ce sont en fait des verrines individuelles, chacune étant la portion d'une personne, hein. Ouais, Et alors, on trouve ça pas mal maintenant parce que, les restaurateurs peuvent le réaliser à l'avance, ils le gardent au congélateur. Alors il y a un petit caoutchouc, hein, au-dessus mmh,
Et alors, il y a donc, vous savez ce que c'est un moule charnier? C'est un petit peu comme les bocaux à conserve, hein, Oui, finalement. oui, Hein, c'est finalement un genre de c'est bocal les à bocaux conserve, donc parfaits, oui. les bocaux parfaits. Ouais. On moule, je dirais, le soufflet jusqu'à 1 centimètre du bord. On referme le couvercle, on met au congélateur et quand on a quelqu'un qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chercher Oui, oui, son petit parfait glacé, on ouais. l'enlève, éventuellement on remet une rosace de chantilly au-dessus ou un petit peu de coulis de fruits et c'est prêt. Ça ne demande pas de temps, ça, c'est prêt à l'instant et prêt à être dégusté. Donc Eh voilà, ben, d'accord, c'est oui, tout oui, facile. très bien, très bien. Alors, ben, je vous donne maintenant une deuxième proportion qui est encore plus facile que la première. La seule différence, c'est que dans la première, je vous ai donné la quantité de blanc d'œuf et la quantité de sucre. Ici, je vais vous donner, alors si vous avez été, je dirais, attentif ou pas, ben, vous vous serez rendu compte que la quantité de sucre est exactement le double de celle du blanc d'œuf. Oui, absolument, Puisque 1000 grammes de sucre, 1000 grammes de sucre, c'est le double de 16 blancs d'œufs qui pèsent à peu près 500 grammes. oui, oui, oui. Alors, recette très facile, là c'est 3 fois 1000. 1000 grammes de meringue italienne, 1000 grammes de purée de fruits et 1000 grammes de crème fouettée. Voilà, tout Ça doit être simplement. très sucré quand même, Mais hein? c'est-à-dire que, en fait, la première était plus sucrée que la deuxième que je viens de vous Oui, donner, oui, puisque là, vous aviez 3500 grammes au total pour 1,5 kg de meringue. Donc, la meringue utilisait une part plus importante dans le mélange, mmh, dans la première recette. Donc, la première recette, paradoxalement, est légèrement plus sucrée que la deuxième mmh, que je viens de mmh. vous donner. Alors, Si on essaie de réduire un peu la quantité de sucre, alors, est-ce qu'on va on pourrait la réduire. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la crème fraîche n'est pas sucrée et que les fraises ne sont pas sucrées non plus. oui, oui, Donc, la proportion, ça doit s'équilibrer, quoi. on peut réduire, en principe, c'est équilibré. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est remplacer le sucre par du faux sucre. Ah ouais, Ah oui, oui, bon, on trouve maintenant des succédanés de sucre qui peuvent cuire, hein. ouais, Donc c'est exact. Alors on prend celui qui est utilisable en poids pour poids, parce qu'il y en a 2. Il y a celui qu'on utilise 1 kilo de ce produit pour 1 kilo de sucre, ça ne change pas. Il y en a un qui est 2 fois plus concentré en fait, où on utilise à ce moment-là que 500 grammes du produit pour 1 kilo de sucre. Et ici, comme il s'agit d'une question, je dirais, de matière sèche, on est obligé d'utiliser celui qui est en poids pour poids. Donc 1 kilo de ce produit pour 1 kilo de sucre. Et vous pouvez traiter exactement votre meringue à l'italienne avec ce produit-là, comme vous pouvez n'en mettre qu'une partie et dire je mets 500 grammes de sucre et 500 grammes du produit en question. Mais oui, tant qu'à faire, autant remplacer l'entièreté du sucre, hein. oui, 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 Si c'est d'accord, pour une d'accord. question de santé, vous remplacez l'entièreté du sucre, tout simplement. OK, très bien. Tu nous parles de la mousse? Et je vous parle de la mousse maintenant. Alors, la mousse, la différence entre la mousse et le soufflé glacé, c'est que la part de meringue est un tout petit peu plus faible, tout simplement. Non. Alors, vous avez davantage de crème fraîche et moins de meringue italienne, tout simplement. Et je vous donne les proportions, hein. Oui, Donc, 1000 grammes de pulpe de fraise ou 500 ou 250. ouais, Là, on ajoute un jus de citron, vous direz pourquoi après, ou ouais, un demi ou un quart, 250 grammes de sucre ou 125 ou 62 grammes, meringue italienne 500 grammes ou 250 ou 125, et puis maintenant la crème fraîche, 1500 grammes ou 750 ou 375. oui, Alors le traitement est un petit peu différent. Donc ici, vous avez vu qu'on part d'un poids de meringue italienne terminé, hein. oui, Alors le poids de meringue italienne terminé, pour des non professionnels, c'est toujours un tout petit peu plus difficile à quantifier. Il faut vous dire que par exemple, si vous avez 500 grammes de meringue italienne terminée, vous avez en gros 166 grammes de blanc d'œuf pour à peu près le restant jusqu'à 500 de sucre. Donc vous avez toujours un tiers, deux tiers, hein, un tiers oui, de poids en blanc d'œuf et le double en sucre, sucre avec lequel vous allez réaliser votre sirop. Et puis vous obtiendrez un poids de meringue italienne qui sera toujours un tout petit peu différent de 500 grammes. Pourquoi? Parce que dans le sirop de sucre, il va toujours rester un tout petit peu d'eau résiduelle, un rien. oui, Donc, il n'est pas dit que vous allez avoir 500 grammes pile, même si vous avez mesuré tout avec une balance de pharmacie en départ, vous aurez peut-être 510 ou 515 grammes à la fin. On est d'accord, hein? mmh, Bon, dans ce cas-ci, ce n'est pas pour 10 grammes que votre recette va être différente et oui. qu'elle va être mauvaise, hein.
Mmh. Alors, le traitement est un petit peu différent ici. Vous allez mettre ensemble votre purée de fruits, votre jus de citron et votre sucre, et vous allez faire tiédir de manière à ce que le sucre soit fondu dans la purée. Mmh. OK? Et Mmh. puis cette purée, vous allez en mettre une partie avec votre meringue italienne comme tout à l'heure et une partie avec votre crème fraîche. Et dans ce cas-ci, comme vous ne mettez que 500 grammes de meringue italienne pour 1,5 kg de crème battue, vous mettrez évidemment beaucoup plus de votre purée dans la crème fraîche que vous n'en mettrez dans la meringue italienne. Vous essayerez de respecter un petit peu la proportion sans de nouveau devoir ni quantifier ni mesurer. Vous faites ça à l'œil et puis vous incorporez les deux ensemble. Et là, à ce moment-là, dans le cas de la mousse glacée, traditionnellement, on ne va pas la mouler en forme de soufflé, évidemment, hein. On va la mettre tout simplement dans les récipients, mais en remplissant le récipient en fonction de sa capacité, mais Ouais. sans, comment dirais-je moi, sans chercher à donner l'impression qu'il s'agit d'un véritable soufflé. Oui, 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 c'est Voilà. une mousse comme une mousse au chocolat. Voilà, c'est comme une mousse au chocolat, et cetera. Mmh. Mais forcément, je dirais comme il y a moins de meringue italienne, c'est plus un produit qui est plus crémeux, qui est Oui, plus axé sur le côté lacté du dessert, en fait, hein. oui, on peut la servir en forme de quenelle, faire une petite On pourrait quenelle en avec faire des quenelles, ouais, oui, on peut la servir soit en composition d'une assiette plus importante dans lequel il y a autre chose. On peut ouais, même s'en servir, par exemple, pour faire une coupe glacée, hein. On peut très bien ouais, avoir, je dirais, une boule de glace vanille, une boule de sorbet fraise et une boule de mousse ouais. à la fraise et faire une Et coupe alors glacée cette avec ça. cette cette mousse, on pourrait la mettre au siphon? Non, parce qu'elle n'est pas prévue pour ça. Ouais, Elle n'est pas d'accord. prévue pour ça. Je n'ai pas dit que ça allait rater, hein. Je dis Oui, simplement qu'à la base, elle n'est pas prévue pour ça, donc je ne peux pas garantir de résultat. Je ne pense pas que ça pourrait marcher. d'accord. OK. Bon, c'était pour, voilà, pour Alors, savoir, nous allons parler maintenant de Lyonnaise glacée. Alors, Lyonnaise glacée, j'avoue que je suis intrigué. Alors, c'est une recette que j'ai dégustée il y a déjà, oh là là, des décennies, en me demandant comment elle était réalisée par l'épouse d'un collègue, qui est elle-même, de formation hôtelière, et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. En fait, on connaît tous, je pense, la recette de Lyonnaise, qui est une variante du pavlova. Alors, je reparlerai du pavlova à l'occasion, hein. Oui, Mais le pavlova, bon, qui tire son nom d'une très célèbre danseuse oui. de ballet, d'un nom à consonance russe, Mmh, mais je pense qu'elle enfin, on en parlera plus en détail, mmh. mais qui ne l'était pas automatiquement. Donc, la pavlova ou le pavlova est un dessert qui a été créé en son honneur et qui consiste en une couronne de meringue garnie de chantilly et de toute une série de fruits rouges de saison, des fraises, des framboises, des groseilles, des fraises des bois, mais on peut réaliser des pavlovas avec des mûres, avec du cassis, avec, Oui. je dirais, de l'abricot, enfin, d'ananas, tout ce Mmh, qu'on veut, hein. mmh, mmh. Et alors, l'histoire ou la petite histoire ou la légende raconte que des étudiants d'Eton, qui est une ville d'Angleterre dans laquelle il y a une université, avait Célèbre. acheté, célèbre bien sûr, avait acheté un ou une pavlova, mais je vais dire un pavlova un jour, et puis que malencontreusement, bon, j'ai plusieurs versions, hein. Il y a une version qui dit que l'étudiant qui portait le dessert a trébuché, est tombé avec le dessert, que le dessert s'est retrouvé bien déstructuré, et une autre version dit que le dessert, quelqu'un s'est assis dessus. Ce qui, à mon avis, a eu à peu près le même résultat dans un cas comme dans l'autre, Oui, c'est-à-dire une déstructuration du dessert. Alors, pour ne pas gâcher et jeter le dessert malencontreusement abîmé, euh, on l'a réduit en petits morceaux, on l'a servi, je suppose, dans une assiette avec ce mélange de meringue, de crème fraîche et de fraises. Alors, j'ai déjà mangé ce dessert-là glacé et c'est pas mauvais du tout. En fait, vous avez besoin de vous inspirer tout simplement, je dirais, de la recette entière. Donc, vous utilisez un tiers de fraises, donc admettons 500 grammes de fraises, 500 grammes de crème fraîche et 500 grammes de meringue séchée. Alors là, vous prenez de la meringue française cette fois-là. oui. Soit vous la réalisez vous-même, soit vous achetez de la meringue dans le commerce et vous allez concasser, non pas en poudre, hein, attention, vous allez la concasser en tout petits morceaux, la meringue française. Alors, des petits morceaux, ça veut dire quoi? Ben, des morceaux qui feraient au maximum 1 centimètre de côté, tout simplement, hein. Ça doit pas être concassé régulièrement. Vous Oui, pouvez concasser ça au couteau sur une planche,
plus ou moins grossièrement. Il ne faut pas être extrêmement minutieux, ce n'est pas nécessaire. Vous battez votre crème fraîche et vous la battez 3/4. Donc elle ne doit pas être trop ferme, elle doit rester, je dirais, très légèrement baveuse, de manière à pouvoir être mélangée facilement. Est-ce qu'il faut la battre jusqu'à la pointe de perroquet? Oui, on pourrait la battre, mais la pointe de perroquet va devoir être, disons, avec un arrondi au-dessus et non pas une pointe, je dirais, allez, D'accord. il faut qu'elle soit encore légèrement coulante, très, très D'accord, non, légèrement mais ça, c'est coulante. très important parce que pour les Oui, amateurs que nous sommes, le bec de perroquet est vraiment un repère. Alors si tu dis, bah, il faut que ce soit pas vraiment un bec de perroquet, mais que très ça allez, il faut qu'elle soit bon, je dirais que c'est en la voyant que je pourrais dire: «Là, c'est bien, là, c'est pas bien». Disons qu'elle ouais, doit être battue, on va dire à 3/4, ouais, heu, de pour manière qu'elle à soit être pas encore trop dure, quoi. pas trop dure parce que vous allez devoir la mélanger après avec le reste, hein. Ouais, Et ouais. puis alors vous avez les fraises. Alors les fraises là, tout à l'heure j'ai dit: «Attention, il ne faut pas mettre de fraises en morceaux dans une préparation qui va être congelée». Donc Oui, les fraises, pas question de les laisser entières, vous allez les écraser à la fourchette tout simplement, oui. hein. Vous allez les écraser de manière à avoir non pas un coulis fin, mais avoir une pulpe, je Une dirais com déstructurée également. une compote. Une compotée, voilà exactement. Vous allez avoir à la fois du liquide et certaines parties qui vont être encore un petit peu, en morceaux, mais on ne doit plus voir vraiment de morceaux. Vous écrasez à la fourchette tout simplement et Mmh. ensuite, vous mélangez tout ça ensemble. Vous mélangez les 3 produits ensemble et puis vous les moulez soit dans des verres individuels, soit éventuellement en collectif, mais ça peut servir également, en collectif, il y a pas de problème, hein. Donc vous moulez, votre préparation, vous la mélangez. Elle ne doit pas être mélangée, je vais dire, uniformément. Vous devez encore pouvoir voir des zones où c'est plus rose et des zones où c'est plus blanc. Les morceaux de Oui, meringue ne doivent pas être fondus dans l'ensemble. Il faut Ça va former un genre de marbré, un peu comme du marbre finalement, hein. ouais, ouais. Alors vous mélangez tout ça ensemble et puis vous le mettez dans des verres, vous mettez au congélateur. Si vous mettez ça dans des verres, n'oubliez pas mettre un petit papier film au-dessus pour éviter les odeurs, parasites et Mmh. puis, bah, au dernier moment, au moment de servir, vous pouvez réaliser un coulis de fraises ou un coulis de fraises et framboises au dernier moment et alors vous remettez un petit peu de chantilly et un petit peu de ce coulis au-dessus de votre verre pour la dégustation. Alors, Mmh. comment fait-on pour faire un coulis de fraises ou un coulis de framboises ou un coulis du mélange des 2? J'ai toujours moins aimé faire le coulis qui mélangeait les 2 fruits, hein, en mettant à peu près 2/3 fraises et 1/3 framboise. Pourquoi? Parce que la framboise a tendance à dominer. Donc en Ah oui. mettant moins de framboise, on a, je dirais le goût des 2 qui s'équilibre davantage. Mmh. Alors, première possibilité, soit on mélange poids pour poids du sirop de sucre simple à 30 degrés baumé avec le même poids, de fruits. Ça, c'est une première possibilité, plus un peu de jus de citron pour donner un peu de peps, un petit peu accentuer un petit peu le goût. Alors Oui, un sirop à 30 degrés baumé, c'est pas compliqué, c'est de nouveau, poids pour poids d'eau et de sucre, un bouillon de 2 minutes et on a son sirop à 30 degrés baumé. Alors l'autre version qui est une version un peu plus riche, un peu plus dense, c'est tout simplement de faire dissoudre du sucre à froid dans le coulis et de mettre un peu de jus de citron. À ce moment-là, on sucre au goût réellement, hein. On en met aussi peu ou autant qu'on veut et on fait dissoudre le sucre à froid à condition d'utiliser comme sucre, du sucre S1. Donc c'est un sucre à granulométrie un tout petit peu plus fine que le sucre S2, de manière à ce que le sucre en question fonde un peu plus facilement. Par oui. contre, on évitera d'utiliser du sucre glace, Mmh. parce que le sucre glace contient 3 d'amidon. Ah oui. Et le fait de mettre de l'amidon va donner un goût un peu pâteux, un peu Mmh. désagréable au Mmh. coulis. Ça, c'est l'expérience qui me le fait dire. Mmh Donc mh. on évite le sucre glace, tout simplement. D'accord, Et alors d'accord, vous avez un petit peu de coulis comme ça que vous pouvez remettre au-dessus de votre Eton mess glacé, pour la dégustation. d'accord. On sert ça qu'en Angleterre? Parce que j'ai Non, non, jamais non, vu. non, pas du tout, pas du tout, Non? pas du tout. Moi ici, ce n'est pas en Angleterre que je l'ai mangé, c'était en Belgique, hein. Ah oui, 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 oui. D'accord, Mais il faut d'accord. reconnaître que c'est un dessert qui est un peu plus confidentiel. Parce que, on n'a pas l'habitude de mélanger de la meringue française en émiettée avec du coulis de fruits et avec de la chantilly. Ouais. C'est un dessert qui est vraiment un dessert un peu plus ménager, mais qu'un professionnel, par exemple, ne va pas réaliser ce genre de dessert. Mmh.
Ce qui est Mmh. bien dommage, parce que ça peut être très bon. Oui, oui. Il trouve que ça n'est pas assez noble ou? Ben, disons que ça fait un peu bricolage Oui, finalement, hein, ça ça fait oui, oui, voilà, c'est ça. il y en a un peu de Ce partout, n'est pas quoi. assez noble, effectivement. Oui, oui, d'accord, OK. Mais par Bon, contre, ce n'est pas dédaigné pour autant. oui, ah bah, bien sûr, bien sûr. Bah, merci beaucoup Guy Mais voilà pour les ces recettes d'aujourd'hui. pour ces belles recettes d'aujourd'hui. Que de quoi parle-t-on la semaine prochaine? Alors j'hésite entre deux sujets. J'ai envie de vous donner, mais alors ça, ce serait vraiment une émission qui serait très, très, très technique. C'est vous expliquer comment on réalise de la crème glacée entre aux fraises, entre autres. Mais alors, on peut attendre une semaine ou 2, hein. Oui. Mais ce sera très technique parce que je vais devoir vous parler d'extrait sec et Ah, là, ça va demander quand même, une ouverture d'esprit vers les maths un petit peu plus poussée. ah, Donc, je dirais que ce sera à prendre avec des pincettes, mais bon, voilà, c'est une recette, enfin, ce sont des notions de recettes extrêmement intéressantes parce que je pourrais vous expliquer comment on fait pour avoir une crème qui soit toujours onctueuse et je dirais quasiment inratable, mais c'est professionnellement, évidemment. d'accord, Donc d'accord, ça, c'est mais une possibilité oui, et oui, alors l'autre possibilité, c'était de vous parler de cuisine espagnole et alors bah, pourquoi je vous aurais parlé des différents niveaux de cuisine, au niveau de la comment dirais-je? Au niveau de la intellectuelle, comment la cuisine peut être faite très simple ou plus complexe et vous parler d'une recette qui s'appelle la zarzuela. En fait, la zarzuela est une grande recette espagnole de cuisine qui ressemble un peu à une bouillabaisse de poisson finalement, Mmh. mais que j'ai réadaptée, que j'ai transformée, tout en gardant évidemment du poisson, de manière à en faire non plus tellement une bouillabaisse, mais un plat d'entrée ou un plat principal. Ah, très intéressant. Ben écoute, si tu me donnes le choix, Ben, on fera avec les 2, hein, mais pas le même jour mais pas le même évidemment. jour. Non, non, mais pour la semaine prochaine, tu peux nous parler de la cuisine espagnole alors. En tout cas de ce plat-là, hein, pas En tout forcément de cas, toute oui, la oui, cuisine oui, espagnole, mais de en ce tout cas de plat-là en ce plat. particulier, voilà. Oui, hein. Rappelle-moi le nom de ce plat? La zarzuela, alors le nom de zarzuela, Zarzuela. on le retrouve en Espagne, à Madrid, parce que c'est le nom du palais dans lequel vit la famille royale. Ah d'accord, Et d'accord. on dira à la zarzuela comme on dit en France à l'Élysée. Ah oui, d'accord. Bon, parfait, parfait. Bon alors, juste, as-tu vu que, dans l'émission Top Chef, dont c'était la finale hier, Non, je ne l'ai pas vu. le candidat belge, est vice, est 2. Ma sœur m'en a parlé parce qu'elle me dit hier, est-ce que tu penses que comme c'est une émission française, qu'ils oseraient faire gagner un Belge? Et je lui ai dit, ça m'étonnerait fortement parce que si c'était le candidat belge qui, bon, mérite peut-être d'être deuxième, hein, mais je dis s'il avait mérité d'être premier, on aurait crié au scandale en France, donc ce n'était pas possible d'un point de vue intellectuel. Alors, Mais voilà, je n'en sais pas plus. non, oui, 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 Je n'ai pas vu oui, ce qui s'est passé. oui, il y a de bonnes raisons pour moi, hein, il y Oui, a de oui. bonnes raisons pour laquelle il s'est retrouvé second. Ah ben sans doute, hein, c'est très bien. Oui, 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 Mais oui. je dirais avant l'émission même, sans avoir vu l'émission, il avait toutes ses chances de ne pas être second. Il aurait très bien pu être premier d'un point de vue mathématique, je vais dire, hein, Oui, oui, si bien sûr, bien sûr, bien voilà. sûr, bien Et sûr, oui, mais oui, j'avais dit, mais quelles que soient les raisons, j'avais dit, ça m'étonnerait qu'il puisse être premier parce que ça aurait été difficilement accepté de toute façon. oui. Non, Voilà. c'était très particulier, moi ça m'a beaucoup intéressé. J'avais fait les pronostics avant, sur leurs, recettes et je me suis pas trompé et pour le résultat, j'étais très partagé. Si tu veux, Arnaud de Laverne, donc qui est belge, on en a parlé l'autre soir, il fait une cuisine, qui est plutôt classique et traditionnelle. Il a un petit grain de folie, mais pas trop, Mmh. alors que la candidate, franco-portugaise, elle est française, mais elle vit au Portugal, elle est vraiment extrêmement créative. C'est Beaucoup, ça. beaucoup, beaucoup et elle prend beaucoup de risques. Elle fait des associations, vraiment très, très, très osées
mais qui fonctionne parce que elle est très brillante, c'est très bien dosé, les goûts se marient très bien, il y a Et alors rien ils qui avaient une recette imposée ou bien ils pouvaient venir avec des alors, recettes de leur cru finalement? non, oui, ce qui était imposé, c'est qu'ils devaient réaliser un repas complet, entrée, plat, dessert, pour 80 personnes. Waouh! Ah, et comme tu dis, waouh! Alors, ils avaient des commis qui étaient les candidats de la saison, hein, C'est des ça. candidats qui ont été éliminés au fil des semaines. Mmh. Voilà. Et donc évidemment, Arnaud, mais c'est tout à son honneur, a voulu privilégier la cuisine belge. Mmh. Alors, qu'il a revisité, alors il a fait une entrée avec, sur l'idée de moules frites, mais évidemment très Oui, revisité. Son plat, c'était un waterzooi de poulet très revisité. c'est ça. Et le dessert était une tarte tatin très revisitée. Heu, Cela dit, ces dressages, heu, notamment le dressage du plat était très simple, un peu Mmh. trop un peu trop simple, La peu trop simple. un peu trop simple. Et alors moi je me disais la chose suivante, parce qu'il y avait donc les 80 personnes qui étaient là, qui sont les gens de la Croix-Rouge, hein, parce que tout ce qu'ils font part à la Croix-Rouge, hein, tout au long de la saison. Donc Mmh. c'était des bénévoles de la Croix-Rouge qui étaient là. Ils ont noté, mais on notait aussi les chefs, les coachs, Etchebest, Glenn Viel, Hélène Mmh. Darros, tu vois? Et Paul Perret, ils ont noté. Et là, c'est un petit peu particulier parce que autant les chefs, sur une cuisine plutôt simple, même bien présentée, même goûtue, ils vont aller plutôt vers une cuisine plus moderne, C'est ça. hein. Et je m'étais dit, pour les 80 personnes, ça risque de les heurter un peu et je pensais que, c'était plus pour Arnaud qui avait des présentations, une cuisine plus traditionnelle, Mmh. des assiettes présentées plus traditionnelles. Eh bien, tu vois, comme les choses évoluent, Mmh. le goût des gens évolue et évidemment, tout ce qu'a fait Arnaud était extrêmement bon, Certainement, oui. bien sûr. Et l'autre candidate, qu'est-ce qu'elle avait préparé? Alors, elle a préparé aussi une entrée avec des moules. Mais elle avait mis tout plein de choses et différents ingrédients dont je voudrais pas te dire de bêtises parce que c'était vraiment des trucs un peu hors du commun. Ça elle a fait un tabac avec cette entrée. Arnaud aussi d'ailleurs, hein. Sur l'entrée, c'était à peu près kiff kiff. Ensuite, en plat, en fait, elle a fait dans son assiette 2 plats. Elle a fait un carré de veau avec un jus de viande, paraît-il, qui était absolument extraordinaire. Et elle avait fait une purée, une belle purée, réconfortante, régressive, tu vois? Et elle a servi, de la sucrine Mmh. qu'elle a fait braiser, qu'elle a fait Mmh. braiser. Et donc sa sucrine était braisée et au-dessus de la sucrine, elle a mis une huître pochée Ah, c'est original ça. et par-dessus l'huître pochée, une feuille de sucrine pour cacher l'huître, Ah oui. tu vois? Donc son assiette était extrêmement sophistiquée en présentation, Oui, oui, oui. vraiment, beaucoup plus que celle de Arnaud, hein. Et alors les invités mangeaient, les 2 menus ou bien un seul Oui, des 2? absolument, absolument. À chaque fois, ils avaient les 2 assiettes. Et alors le dessert, c'était? Alors, donc le dessert pour Arnaud, c'était la La tarte tarte tatin tatin, oui. revisitée et pour Louise, attends, ça va me revenir, j'ai oublié.
Ben, j'ai oublié pour Louise, j'ai Bon, ben, oublié. j'irai voir sur Internet. Tu iras voir, mais J'irai voir. c'était vraiment très intéressant. Et à un moment, Louise était un peu à la bourre pour servir le dessert, et Arnaud, lui, avait terminé et il est venu l'aider. Mmh. Tu vois, donc, c'était vraiment très fair-play, mais ils étaient vraiment en bonne intelligence, tous les 2. C'était vraiment, très, très chouette, quoi. Ça a été, Mais il se fait que je n'ai pas de télévision, donc je ne sais pas regarder ce genre d'émission, ah si ce oui, n'est par oui, internet, donc oui. Non, mais c'est ce que je ferai. c'est tout en replay, hein. Oui, oui, je regarderai si je la trouve. Ça se passait dans les cuisines du Georges V, Ah oui, tu vois? mais c'était Arnaud était élève de quel chef lui, De Paul Perret, Oui, et l'autre dame là? d'Hélène Darros. Ah, c'est ça. Alors, entre parenthèses, c'est la troisième année consécutive où Hélène Darros emmène, Oui, 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 oui. son poulain gagnant. Mais ce n'est pas n'importe qui, Hélène Darroze, hein, Non, non. Et le non, qu'est-ce que je t'ai dit? Non, je t'ai dit une bêtise, pardon mesdames, messieurs qui nous écoutez. Arnaud, son coach, c'est Glenn Vielle. Ah OK. Oui, oui, pardon, pardon. Mille excuses, je vous demande pardon. Glenn Vielle, si vous m'entendez, mille pardons. C'est Glenn Vielle. Et lui, c'était sa première participation, et c'était vraiment très bien. J'ai adoré, c'était vraiment très chouette. Ils ont, travaillé, c'est 10 heures de cuisine quand même, hein. Ah ben, un banquet de 80 couverts, ça ne s'improvise pas, hein. Voilà, voilà. Moi, je me rappelle, bon, avoir, co-organisé, en tant que chef d'atelier d'école hôtelière des prestations 2 fois par an de 300-350 personnes. Donc je ne réalisais pas moi-même, bien entendu, que j'organisais, hein, donc au niveau des commandes ou des recettes, et cetera. À une époque, où je m'en occupais, mais c'est vrai, ça nécessite plusieurs jours de travail, évidemment, Ah ça ne oui, c'est fou, s'improvise hein, pas, c'est fou, c'est fou. surtout qu'on faisait ce nombre-là, mais qu'on répartissait aussi parfois ou sur 2 jours ou sur 3 jours, hein, donc Oui, 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 hein, absolument. quand c'était 450 personnes, c'était pas le même jour, c'était Évidemment. par groupe de 150 à 200. Guy, nous allons, arrêter l'enregistrement, Bien hein. sûr. On a discuté entre nous, mais je pense que nos invités aimeront ce genre de discussion, et si ça pouvait provoquer des échanges, je vous implore. Échangeons. Échangeons, échangeons. Merci Guy, et bonsoir, et donc à, À bientôt, jeudi hein. prochain pour nous parler de la cuisine Zarzuela. zarzuela, pardon, cuisine espagnole. Merci Guy et bonsoir. Bonsoir.